Est-ce que ça marche? Mais oui, ça marche. Bon, bien, je suis désolée, je me lève, mais là, il ne faut pas de chaise vide, mais je me lève quand même. Bonsoir à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour cette nouvelle table ronde de la chaire Innovation responsable Afrique, en Afrique. Je suis Pascale Pernet, je dirige les chaires et les partenariats de mécénat avec les entreprises qui nous permettent de développer des projets innovants, de recherche, d'enseignement et aussi qui aident les entreprises qui sont partenaires avec nous à développer leur marque employeur auprès d'étudiants nombreux et j'espère bien formés. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à un absent que nous regrettons, mais qui est par Monts et par Vaux, qui est Hasnain Irigi, le patron d'Axian. Axian, qui est ce groupe malgache panafricain, et ce groupe qui nous soutient complètement, qui soutient cette chaire. Et donc, on embrasse très fort Hasnain Irigi, dont le charisme n'a d'égal que le caractère innovant et qui a d'ailleurs été sacré CEO 2022 du CEO Africa Forum. Donc merci à lui, merci aussi à nos nombreux amis d'Afrique, j'en vois certains ici, merci à Didier Agaya, à Malik Diawara, au club ABC, qui est le club de nos étudiants qui défendent chaque jour l'Afrique. Un autre club aussi des alumni d'Afrique, Didier, qui est là, qui le représente. Et puis à nos communicants, Alfred Mignot, Malik Diawara, que je recite, et Samuel Gage, et nombreux d'entre eux qui nous soutiennent. Alors, un mot sur le lieu, j'imagine que vous le connaissez. Vous êtes ici à ESCP Business School, qui s'appelait encore il n'y a pas très longtemps ESCP Europe, grâce à ces 6 campus à Londres, Madrid, Paris, Turin, Berlin et Varsovie. Et dont les valeurs, la stratégie et l'ADN pourraient se résumer en 3 mots qui sont multiculturel, multidisciplinaire et humaniste. Cette chaire IRA, Innovation responsable en Afrique, est complètement représentative de ces trois objectifs qui nous définissent. Et parce qu'on pense que cette triple graine doit être plantée le plus tôt possible, nous avons décidé, dans le cadre de cette chaire Innovation responsable en Afrique, de planter cette graine un peu plus tôt que nos confrères qui ont développé beaucoup l'executive education en Afrique, mais relativement peu la formation initiale. Donc on a décidé dans le cadre de cette chaire qui a 4 volets, un volet recherche, un volet diffusion des enseignements et d'expertise, comme vous allez voir ce soir, un volet enseignement et un volet marque employeur. Nous avons décidé, dans le cadre de cette chaire, de créer une spécialisation pour nos étudiants de Master 2. Sauf qu'on s'est dit, on ne va pas faire une spécialisation Afrique sans Africains. Ce n'est pas possible. Dans Africains d'Afrique, bien entendu. Et du coup, on est en partenariat avec 5 grandes universités africaines qui ont sélectionné pour nous leurs meilleurs étudiants, mais aussi les plus motivés pour développer des carrières en Afrique. Et donc ces étudiants vont rejoindre les étudiants ESCP à partir de septembre pour un cours ensemble d'1 mois à Paris, où il va y avoir là une des projets communs et où les cultures vont se mélanger, parce que quand on dit les étudiants ESCP, on représente ici plus de 120 nationalités et 65% sont non français. Donc tout ce multiculturalisme va être agité et va développer des projets. Ensuite, ils vont tous partir au Sénégal pour un voyage d'études, toujours dans le domaine, bien sûr, de l'innovation durable, dans des secteurs aussi différents que l'agriculture, la santé, l'éducation, l'art, dont on va beaucoup parler aussi ce soir. Et après ce voyage d'études en Afrique, ils vont poursuivre par un stage en Afrique, dans différents pays d'Afrique, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar.
et où ils vont faire donc un stage alterné avec 2 jours de cours à distance et 3 jours en entreprise dans des secteurs extrêmement diversifiés, dans des entreprises innovantes et surtout axées sur le développement durable. Donc voilà le projet. C'est un projet extrêmement ambitieux, assez complexe en termes logistiques. Les étudiants africains, bien sûr, ont besoin de bourses importantes pour pouvoir nous rejoindre. Mais cette chaire est ouverte. Elle est ouverte aux bonnes volontés, aux gens intéressants, à ceux qui veulent nous rejoindre, soit au niveau d'action pour diriger avec nous cette chaire, soit par des bourses, soit par des propositions de stage. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si ce projet vous enthousiasme. Donc, et ce que j'oubliais de dire, c'est que non seulement on a binommé les étudiants, mais on a binommé aussi les professeurs qui, à chaque fois, chaque professeur de l'ESCP va travailler avec un professeur d'une de ces universités africaines pour développer des cours qui soient des cours véritablement multiculturels et des cours absolument incarnés. Ceci étant dit, bon voilà, il est temps, je crois, on a un timekeeper qui est Caroline, il est temps de laisser le podium à cette magnifique table ronde qui va nous parler d'un sujet qui nous concerne tous, parce qu'en fait, on est tous des diasporiens, sinon d'Afrique, en tout cas d'origines diverses et variées. Moi, je suis née au Maroc, mais je suis sûre que tous, vous avez des racines complètement différentes. Et puis, je crois aussi qu'on partage le fait d'être absolument afro-optimiste et que si l'Afrique va bien, nous irons bien aussi. Alors, nous avons, pour nous parler de ce magnifique sujet, Emmanuel Kamdem, qui est donc professeur et conférencier, qui a écrit de nombreux ouvrages, de nombreux articles, qui est spécialiste du management interculturel, du management de la diversité, du comportement organisationnel et de la gestion du temps en contexte africain. Pourquoi vous riez? Non, écoutez, on commence juste avec un quart d'heure de retard. Je trouve que c'est pas mal, c'est assez habituel d'ailleurs, quelles que soient les tables rondes. Le plaisir aussi d'accueillir Quentin Sauzet, donc, qui est directeur général France de Southbridge, notamment pour le bureau développement durable du groupe, et qui a eu de nombreuses expériences professionnelles en Afrique, et il va nous en parler. Laurine, qui est là-bas dans le coin en tout petit, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais on va avoir tout à l'heure en grand, j'espère, qui est la CEO, qui est fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Birman Venture, qui est une plateforme d'investissement dans la mode et le luxe. Et cette jeune femme charismatique a été désignée par l'Institut Choiseul comme l'un des 100 leaders économiques de demain. Donc bravo et puis bonne chance. Sitor Senghor, qui nous fait le plaisir d'être là pour représenter le domaine artistique, qui est extrêmement important aussi pour l'Afrique, et qui a un parcours très singulier, puisque avant d'avoir été galeriste dans une galerie qui est tout près du musée Picasso, avant d'avoir été galeriste, il a été un grand banquier d'affaires international. Donc c'est un parcours aussi très original qu'on a envie de saluer. Et puis nos deux dames, Caroline et Nathalie, sans qui rien ne se serait fait et sans qui cette chaire n'existerait pas. Donc Caroline Verza et Nathalie Prime, qui sont professeurs de développement durable à l'école. Voilà, et je laisse la parole à Caroline, qui a un petit quiz, je crois, à vous présenter. Oui, merci. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me passer le micro? Oh, pardon, excuse-moi, je Donc on va animer cette table ronde en vous demandant de participer et donc on va vous demander d'utiliser vos téléphones portables. Alors vous le mettez en silencieux, mais vous essayez de capter le QR code qui est ici et ça va vous emmener sur des questions auxquelles vous pourrez répondre via votre téléphone, ce qui va nous permettre d'introduire en fait chacune des séquences en fait de cette discussion avec nos différents orateurs, nos différents invités. Alors, pour commencer, avant de faire un petit état des lieux, on va essayer de voir ce que vous pouvez dire. Est-ce que tout le monde a capté le QR code, là? C'est bon?
Ça, normalement, ça marche. Vous y êtes? Donc, je vérifie que... Est-ce qu'il y en a qui sont encore en difficulté pour capter le QR code? C'est bon? OK? Bon, alors, du coup, je vais vous poser la première question. Première question est, vous pouvez aussi aller sur wooklap.com et utiliser le code qui est inscrit au-dessus si vous n'avez pas eu le temps d'afficher le QR code. Donc vous pouvez dès maintenant voter. Quand on vous dit diaspora africaine, à quoi pensez-vous? Vous pouvez écrire absolument tout ce qui vous passe par la tête. Donc on a les réponses qui arrivent et je vais les afficher dans quelques petites minutes. Donc ça arrive, ça arrive. C'est bon pour tout le monde? Il y en a qui essayent encore de se connecter. Voilà. 35. Donc vous voyez, il y a un petit nombre de réponses qui s'affichent. Donc j'essaye de voir quelle est l'estimation du nombre de personnes dans la salle. On arrête vers 50 à peu près. C'est bon? C'est bon, il y a des personnes frustrées de ne pas avoir encore répondu. Où je vous montre à quoi on arrive sur qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez de diaspora. Alors, et voilà. Hop! Oh là là! Beaucoup d'expressions. Donc, Emmanuel, il faut que tu regardes bien attentivement parce que c'est toi qui vas réagir. Je ne donne pas de commentaires pour le moment, mais vous voyez, il y a continent, vivant, personne, espoir, développement. C'est marrant, c'est un terme principal. Il y a beaucoup de choses qui s'affichent. Beaucoup de choses, multifacettes, culturelles, etc., etc. Tu peux tout lire, Emmanuel, c'est bon? Photographier? Ok. Ben, c'est bon. Ah, Zidane, quelle drôle d'idée. Mais en effet, en effet. Alors, on y va, on continue, et je vous pose une deuxième petite question qui introduit en fait le sujet. On a la diaspora africaine ou les diasporas africaines, et deuxième question, on va parler d'innovation responsable. Quel est leur rôle? Comment ils peuvent agir dans ce domaine-là? Donc pour vous, qu'est-ce que ça veut dire innovation responsable? Donc là, on a listé un certain nombre de critères possibles. Si vous pouvez juste sélectionner ceux qui vous paraissent les plus importants. Donc ça demande un petit peu de réflexion. Donc les réponses arrivent. Donc il suffit juste de choisir. Qu'est-ce qui vous paraît extrêmement important? Peut-être tout, en fait. Voilà, à vous de dire quels sont les critères. Évidemment, on a pris les critères les moins évidents. Donc, certains peut-être faciles, mais d'autres peut-être il faut réfléchir. Voilà. Ils ne tombent pas nécessairement sous le sens. Ok, donc j'ai combien? 34 réponses. Encore un tout petit moment pour des personnes qui voudraient encore répondre. Personnes qui sont arrivées il y a quelques minutes là, vous pouvez aller sur wooklap.com. Wooklap, c'est en haut, tout en haut, et vous utilisez le code qui est écrit tout en haut de la page. Donc là, j'ai 35 réponses, 36, non, 35. C'est bon?
C'est OK? Allez, j'affiche. Alors, c'est là que les Athéniens vont s'atteindre. Hop, voilà. Alors, vous voyez que tout a été un petit peu choisi, mais c'est intéressant. Bon, il y a l'environnement, il y a le bien commun, prioritaire par rapport à la quête de profit, l'inclusion des plus pauvres, et puis la protection des patrimoines et la valorisation des patrimoines culturels et traditionnels. Très intéressant. OK. Donc voilà, maintenant, ça va être un petit peu à Emmanuel de réagir par rapport à tout ça et de nous faire le point pour nous situer un peu l'état des lieux sur la diaspora, les diasporas, et je te cède la parole. Merci Pascal, merci Nathalie, merci Caroline pour l'invitation. Alors mon propos sera structuré autour de 3 principaux axes. D'abord, quelques opportunités d'innovation responsable durable en Afrique. Ensuite, une présentation schématisée des diasporas africaines et en quoi ces diasporas sont susceptibles de contribuer au développement de l'Afrique. Alors, sur le premier point, l'Afrique, terre d'opportunités, je crois qu'une image vaut mieux que des discours, que des paroles. J'ai choisi cette carte extraite de l'ouvrage de Charles Robertson, The Fasted Million, sur laquelle il montre en fait ce que représente aujourd'hui le continent africain en termes de relais de la croissance économique mondiale. Alors on va regarder très rapidement qu'est-ce que reflète, à quoi fait référence cette carte. C'est déjà la plupart des pays industrialisés qui se retrouvent en Afrique et qui expliquent que l'Afrique soit aujourd'hui attire énormément d'investissements directs étrangers. Mais je crois que ce qu'il faut surtout regarder, c'est ce qu'il y a autour de la carte, c'est-à-dire tous ces indicateurs chiffrés qui montrent qu'aujourd'hui, l'Afrique représente un continent à très fort potentiel de développement, de croissance en termes de développement d'infrastructures, en termes de développement d'urbanisme, en termes de développement des structures éducatives, en termes même de développement des ressources naturelles. Ensuite, on a cette autre carte qui montre aussi que l'Afrique peut-être est le prochain relais de la croissance, de la transition énergétique. Pourquoi? Simplement, l'Afrique est le seul continent aujourd'hui qui abrite 2 déserts, 2 grands déserts, le désert du Kalahari, au sud du continent, le désert du Sahara, au nord du continent. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire un très fort taux d'ensoleillement. Et qui dit ensoleillement dit production d'énergie renouvelable, d'énergie solaire, ce qui est très peu fait aujourd'hui en Afrique. Il n'y a que le Maroc qui actuellement détient le record mondial en termes de production énergétique. Ensuite, c'est l'Algérie qui va suivre bientôt. Mais ce que nous pouvons retenir globalement, c'est que nous avons là 2 champs d'activité, 2 secteurs d'activité qui pourraient susciter énormément, qui devrait susciter énormément d'attention de la part des investisseurs et donc de la part des membres des diasporas africaines qui souhaitent, nous l'espérons tous, retourner en Afrique pour contribuer au développement du pays. Alors le deuxième point, le deuxième axe de ma présentation, c'est cette diaspora africaine. Qu'est-ce qu'elle représente ? Grosso modo, il y a 2 façons d'aborder, de répondre à la question. Sur le tableau de gauche, là, nous avons une définition qui est celle validée par l'Union africaine, qui considère donc comme diaspora tous les Africains qui, contraints ou volontairement, ont dû quitter le continent pour aller s'installer ailleurs dans le monde. Et cette définition inclut tout naturellement les Africains qui sont partis dans le cadre du commerce triangulaire de la traite transatlantique. Alors, il y a une autre définition qui est beaucoup plus validée par l'Organisation internationale pour les migrations, qui fait davantage un focus sur les personnes
venant d'Afrique, mais qui, pour différentes motivations économiques, allaient travailler pour gagner de l'argent, améliorer ses conditions de vie, politiques, réfugiés politiques, victimes des crises politiques, éducatives, des étudiants, des diplômés universitaires. Et je pense qu'on peut s'arrêter un instant sur cette définition qui est celle sur laquelle nous allons travailler, les immigrants et leurs descendants qui vivent hors de leur pays natal ou du pays de leurs parents sur une base temporaire ou permanente, tout en conservant des liens affectifs et matériels avec leur pays d'origine. Il me semble que c'est cette dernière phrase qui fait vraiment focus sur qu'est-ce qu'on attend des diasporas africaines, conserver des liens affectifs, matériels avec le pays d'origine. Alors, présentation de cette... En termes d'effectifs, en termes de chiffres et de niveau de croissance, ce que l'on observe, c'est d'année en année, cette diaspora grandit. Par exemple, en 90, d'après les données que j'ai trouvées dans l'article de Guimassou Blaise publié dans The Conversation, en 90, on était à 5 millions. En 2019, 13 millions. Donc, c'est une évolution très rapide et on peut se poser la question qu'est-ce qui explique cette forte tendance des Africains à partir de leur pays pour s'installer à l'étranger. Maintenant, les pays d'accueil, essentiellement l'Europe, l'Amérique, c'est-à-dire États-Unis et Canada, 34%, mais aussi l'Afrique. Parce que là, on oublie très souvent qu'en termes de mobilité diasporique, la plus forte mobilité diasporique africaine est faite à l'intérieur du continent africain, c'est-à-dire des Africains qui se déplacent d'un pays à l'autre. C'est par exemple des Burkinabés qui vont s'installer à Côte d'Ivoire, des Sénégalais qui vont s'installer en Côte d'Ivoire, des Tchadiens qui vont s'installer au Cameroun et qui représentent quand même un chiffre, un pourcentage important de l'ordre de 65%. Le très faible pourcentage restant représente essentiellement cette nouvelle génération d'Africains qui partent travailler dans les pays du Golfe Persique, principalement à Dubaï, au Bahreïn, au Qatar. Pour l'essentiel, ce sont des jeunes hautement diplômés, sauf dans le cas de ceux qui partent dans le Golfe Persique. Très souvent, c'est des personnes qui partent pour exercer des métiers dans le bâtiment ou à domicile. Mais ce qui est intéressant à souligner ici, c'est quand même ce paradoxe. Voilà, ce paradoxe. Soit on aborde la question sous l'angle de l'opportunité, c'est-à-dire que lorsqu'on part s'installer à l'extérieur, il y a un gain. On investit parce qu'on gagne de l'argent plus que ce qu'on gagnerait si l'on travaille au pays. Donc, on peut investir cet argent, mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que les pays se privent de leurs ressources. Quand on imagine aujourd'hui que dans la plupart des pays africains, le nombre de médecins en activité est inférieur au nombre de médecins originaires de ce pays installés à l'étranger. Ce sont des citoyens qui ont été formés avec les budgets de l'État pour soigner les populations locales et qui, pour les raisons que nous venons d'invoquer là, partent. Ce qui représente quand même un manque à gagner extrêmement important. Donc, il est intéressant de se situer sur ces deux versants. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce que l'Afrique gagne et qu'est-ce que l'Afrique perd en termes de mobilité des diasporas. Alors, toujours s'agissant des contributions, on peut les envisager à différents niveaux. Une source de croissance des transferts financiers et diasporiques. Tout à l'heure, je montrais quelques chiffres qui donnent une idée de ce que représentent les transferts financiers des diasporas vers le continent. Catalyseur de l'amélioration de la qualité des institutions. Oui, pourquoi pas, parce que les personnes en diaspora, bon, on peut dire, ont cette latitude, cette liberté de pouvoir s'exprimer, contrairement à ce qui se passe encore aujourd'hui dans la plupart des pays africains, où les libertés d'expression ne sont pas toujours évidentes. Vecteur d'amélioration du capital humain et de la productivité globale à travers des investissements qui peuvent être faits dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et surtout levier de l'innovation scientifique, technologique, culturelle et financière.
Et dans ce sens, on peut envisager la question sous l'angle de la diversification et de l'amélioration des structures éducatives et sanitaires. Je pense par exemple ici à ce que les membres de la diaspora peuvent faire en termes d'investissement dans la création des établissements secondaires. Vous voyez par exemple, aujourd'hui en Afrique, les institutions universitaires privées, les universités privées se sont beaucoup développées du fait des lacunes ou de l'incapacité des États à répondre aux besoins massifs d'éducation. Et quand on regarde à peu près dans la plupart des pays, on se rend compte que les instituts universitaires créés, que ce soit des business schools ou des engineering schools, ont été créés soit par des membres de la diaspora, soit en joint venture entre des membres de la diaspora et des citoyens résidant dans le pays. Au niveau des hôpitaux, on pourrait aussi imaginer quelque chose d'extrêmement important, le coût des évacuations sanitaires des pays africains vers l'Europe et de plus en plus maintenant vers la Chine et vers l'Inde. Pourquoi pas envisager que des membres des diasporas puissent s'organiser pour, par exemple, transférer en Afrique, pas seulement de l'argent, mais transférer des structures sanitaires, des plateaux techniques aux normes internationales telles que l'on trouve ici, ce qui éviterait donc aux États, aux familles de dépenser énormément d'argent pour venir se faire soigner, quand on sait que de plus en plus, même les conditions d'obtention de visa dans les pays africains, quand on vient se faire soigner en Afrique, sont extrêmement difficiles. Il me semble qu'il y a là une opportunité à développer. La protection et la valorisation du patrimoine culturel africain, l'organisation des festivals dans les pays d'accueil. Et je pense ici à quoi? Aujourd'hui, en Afrique, et ça, je n'invente rien, combien d'artistes africains vivant en Afrique peuvent vivre de leur métier? Je pense aux peintres, je pense aux musiciens, je pense, bref, à tous ceux qui s'investissent dans le métier de l'art. Donc, il y a là, il me semble, quelque chose à faire d'extrêmement important au niveau des diasporas pour ne serait-ce que permettre au gouvernement africain de faire des cultures africaines, de faire du patrimoine culturel africain un domaine important qui pourrait contribuer de manière manifeste, considérable à la croissance économique. La mobilisation des ressources alternatives de financement des projets, Diaspora Fund, titres d'emprunt obligataires, fonds diasporiques, etc. Actuellement, je dirige la thèse d'un doctorant malien qui essaie de montrer comment aujourd'hui c'est l'argent venant des diasporas maliennes à l'étranger qui contribue le plus à résoudre le problème du changement climatique, c'est-à-dire à développer des initiatives dans les villages maliens pour répondre à la question de l'adaptation climatique. Il me semble là qu'il y a là une expérience extrêmement intéressante, que ce soit aujourd'hui des Maliens à l'étranger, notamment en Amérique, en Europe, qui décident d'investir. Et ces investissements, c'est quoi? C'est créer des écoles, créer des puits, créer des plantations au service des populations. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la question des transferts financiers. Ce slide nous donne une indication de ce que cela représente. Lorsqu'on prend trois grands domaines de ces transferts financiers, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, qui représentent à peu près aujourd'hui 80% de tout ce qui est transfert financier de l'étranger vers l'Afrique, les aides publiques au développement qui ont considérablement baissé et ne représentent plus que 16,38%. Alors, regardez ce que représente aujourd'hui, et d'après les chiffres combinés de la Banque mondiale, les derniers chiffres combinés de la Banque mondiale et de la Conférence des Nations Unies pour la CNUSED, les transferts financiers des diasporas vers l'Afrique représentent 74,75% de la totalité des transferts financiers de l'étranger vers l'Afrique. Je crois que ce qui fait qu'aujourd'hui, ces transferts financiers diasporiques représentent les premières sources de transferts vers le continent. Et ces transferts diasporiques vers le continent sont orientés essentiellement dans 4 secteurs d'activité. L'alimentation, c'est des personnes qui envoient de l'argent aux familles pour se nourrir, pour faire le marché, pour la santé, pour se soigner sur place. L'éducation,
c'est payer les études des enfants, des cousins, des cousines qui sont restés au pays, l'immobilier, qui aujourd'hui est de plus en plus investi par ces acteurs de la diaspora. Quand on se promène aujourd'hui dans la plupart des villes africaines, Dakar, Abidjan, Douala, Lomé, vous voyez pousser des immeubles un peu partout. Quand on regarde en profondeur qui sont les propriétaires de ces immeubles, on se rend compte que parmi eux, il y a pas mal de personnes issues des diasporas. Alors, l'idée serait peut-être de voir comment on peut diversifier ces secteurs d'activité qui devrait, en principe, au vu de ce qui a été dit antérieurement, inclure, par exemple, la transition digitale numérique, inclure la transition énergétique et la décarbonisation. Je constate que la question est revenue en force dans les sondages qui ont été faits à travers vos réponses. Inclure l'économie circulaire, le recyclage des déchets ménagers industriels. Quand on voit comment ces déchets ménagers industriels sont la source de pollution dévastatrice sur le continent et qu'on se rend compte que ces déchets industriels et ménagers peuvent être retraités pour servir à d'autres types d'activités. Les industries culturelles créatrices telles que la protection, la valorisation des patrimoines culturels et des créateurs artistiques, c'est ce que j'ai dit tantôt concernant la nécessité de valoriser à travers les appuis diasporiques les Africains qui s'investissent dans le secteur de la musique, du cinéma, du théâtre, mais aussi et surtout la revalorisation du patrimoine traditionnel africain, la médecine africaine. On a vu comment cette médecine africaine, cette phytothérapie africaine a été utile pendant les années Covid. Alors, juste une indication ici pour dire quels sont les principaux pays africains destinataires de ces diasporas. Vous avez la liste là, le Nigeria, l'Égypte, etc. Et puis le Congo en dernier lieu. Et on verra pourquoi un pays comme le Congo, qui est un des pays les plus importants en Afrique, attire moins d'investissements. Alors, je voudrais illustrer mon propos par quelques témoignages allant dans le sens de ce que je vais faire de dire. C'est celui de cette importante personnalité africaine, Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque mondiale, qui dit que la diaspora africaine est devenue la plus importante, le plus grand bailleur de fonds de l'Afrique, et ce n'est pas de la dette, ce sont des cadeaux, des dons à 100%, une nouvelle forme de financement concessionnel qui est la clé de la sécurité des moyens de subsistance pour les millions d'Africains. Et il ajoute, très intéressante idée, que parce que le flux de transfert de fonds vers l'Afrique est élevé en hausse stable, il offre d'énormes possibilités pour servir de garantie, assurer le financement des économies africaines. Les pays africains devraient titriser les transferts de fonds pour stimuler les investissements, notamment en matière d'infrastructures sur le continent. Alors ici, rapidement, voilà, j'ai évoqué tout à l'heure les principaux pays bénéficiaires des transferts diasporiques. Tout n'est pas parfait, Il demeure des problèmes majeurs qui sont susceptibles de limiter ces transferts financiers et de limiter même la volonté des membres de la diaspora de retourner dans le pays, d'investir dans le pays. Et un de ces problèmes, c'est la question de la nationalité une exclusive. C'est le fait que, par exemple, quelques pays africains, heureusement encore rares, dans leur constitution, dans leurs lois, disent clairement si, pour des raisons diverses, regroupement familial, travail et autres, vous changez de nationalité, vous perdez de fait la nationalité du pays d'origine. Ça peut paraître, je ne sais pas s'il faut en rire ou il faut en pleurer, pour qu'un Africain qui a choisi d'aller gagner de l'argent à l'extérieur et qui, au moment de vouloir rentrer au pays, investir cet argent, ben, qu'on lui dise « mais tu n'es plus citoyen du pays, tu es un étranger ». C'est des problèmes sérieux. Alors, ces pays sont limités, hein, c'est la RDC, c'est le Cameroun, c'est la Guinée équatoriale. Il n'est donc pas surprenant, comme je l'ai dit tantôt là, que la RDC, qui a un très fort potentiel de développement, soit le pays qui bénéficie le moins des transferts diasporiques étrangers. Je terminerai par un peu une note d'optimisme que j'emprunte à cette dame journaliste, avocate, écrivaine ghanéenne, Afouacha Hirsch, qui développe cette notion d'afropolitain. C'est sa façon de concevoir ou de définir la diaspora. Africain du continent,
possédant une double nationalité, africain né dans la diaspora ou africain revendiquant ses racines africaines et européennes et sa culture métisse, peu importe où ils sont nés, ce qui les distingue, c'est leur perspective cosmopolite sur le monde ainsi que leur identité culturelle et métisse. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, on va continuer à introduire notre sujet et puis surtout faire parler nos différents acteurs. Et donc, pour introduire le débat, on aimerait d'abord vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'on peut être afro-optimiste ? Question très courte. Oui, non. Compte tenu de tout ce qu'on a entendu, comment vous vous positionnez ? J'attends un tout petit peu qu'il y ait un tout petit peu plus de réponses. Là, je suis à 31. Voilà. 32. Alors, que donne la tendance ? Il y a un code wooclap.com. Si vous faites https wooclap, il y a un code. 36. J'attends un tout petit peu plus. Ok, ça a l'air de plafonner. Alors, où est-ce qu'on en est ? Résultat. Ah, bon, nous avons une audience complètement acquise à la cause. Donc, ça va être facile. Ok, alors... Donc maintenant, je vous pose une autre question et donc ça va introduire la première question à laquelle on va poser à nos invités. Et c'est Emmanuel qui va faciliter le débat, qui va donner la parole à nos invités. Première question d'abord à la salle. Pensez-vous que la diaspora est bien placée pour promouvoir des innovations responsables ? Alors là, vous avez une palette de réponses entre oui, tout à fait d'accord, jusqu'à non, pas du tout d'accord. Et... vous avez le choix. Donc on a déjà pas mal de réponses. Okay, j'attends un tout petit peu pour qu'il y ait plus de réponses. Ok. Alors. Et donc, évidemment, nos orateurs vont avoir à répondre aussi à cette question. Je vais te la passer. Là. OK. Attends, j'affiche juste les réponses qu'on a aujourd'hui. Et voilà. Oh, voilà. Mais il y a quand même un petit peu de débat. Hein ? Il y a un petit peu de débat et on peut échanger là-dessus sur ces réponses-là. Oui. OK. Qu'est-ce que... Oui. Va demander ? Oui. OK. Non, mais par politesse. Bonsoir à tous. Merci déjà, évidemment, pour cette invitation. Prendre ce temps de discuter de ce sujet extrêmement important. Merci à vous de prendre de votre temps aussi pour venir nous écouter. On espère que ça va être intéressant et que ça vous sera surtout utile. Donc, n'hésitez pas aussi à intervenir. Je ne sais plus quand est prévu le moment, mais pour qu'on puisse répondre, parce que je pense que vous arrivez tous avec des questions en tête. Et, c'est important que vous puissiez le quitter. Ce moment en ayant au moins quelques réponses, et sinon on sera disponible à la fin. C'est assez drôle parce que quand on préparait un peu cette table, pour ma part, bon, évidemment ma couleur de peau n'en témoigne pas, mais je me sens aussi un peu de la diaspora, c'est-à-dire que j'ai vécu assez longtemps sur le continent africain, notamment au Bénin, en processus de naturalisation là-bas. Et donc, je pense que la définition que tu as commencé, et merci Emmanuel pour la présentation que tu as commencé à définir, enfin que tu as présenté tout à l'heure et qu'on voit en fait, qui est en train d'évoluer, j'aimerais l'étendre jusqu'à l'inclusion de
de toutes les personnes en fait n'ayant pas cette nationalité africaine au départ, mais étant intimement liées pour des raisons familiales, historiques, culturelles, etc., aussi au continent. Par ailleurs, merci pour la présentation. Je regardais tes slides parce que ça tord aussi, je pense, le bras à certaines idées préconçues, insupportables sur le continent africain, et notamment celle d'un continent assisté. Parce que même si les chiffres que tu présentais, évidemment, sur ce qu'on appelle en bon français les remittances, l'argent de la diaspora qui est envoyé vers le continent, assez réjouissant, ça passe à pratiquement 100 milliards de dollars par an. L'aide publique au développement, ce n'est que 35, sur un PIB annuel, si on enlève l'Afrique du Sud, de 2500. Donc il faut chasser de sa tête ces idées préconçues de continents extrêmement aidés, etc. En fait, le continent africain fait son propre développement par lui-même, n'attend pas l'aide publique au développement, parce qu'en plus, si on regarde dans les 35, la part de dons purs est en train de baisser systématiquement d'année en année. C'est-à-dire que c'est de plus en plus de la dette, des prêts qui sont conditionnés, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit ça avant de réfléchir à la trajectoire du continent. Sur la question de la diaspora, peut-être je ne vais pas m'attarder, parce que comme ça, on va pouvoir faire une transmission de parole un peu plus rapide. Mais je pense que la question importante à se poser, c'est... Parce que savoir si la diaspora a envie de contribuer au développement du continent, je pense qu'on est tous d'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de laisser son pays soit natal, soit de cœur, etc., ne pas atteindre un degré de développement qui nous semble satisfaisant. Mais je pense que c'est assez... Mais la question intéressante, c'est est-ce que ces États-là font vraiment la place à cette diaspora pour lui permettre de contribuer à ce développement. Et on est tous, je pense, avec des exemples autour de nous, de retours ratés, de retours compliqués, et en fait, d'une certaine façon, est en train de se dessiner, en fait, sur la géographie du continent, des degrés divers d'accueil de cette diaspora, et en fait, en filigrane, le développement de ces pays peut être déterminé par les conditions d'accueil de cette diaspora. Plus le pays sur le continent est dans une politique active de repatriation, dans les conditions matérielles, dans l'accompagnement, etc., eh bien, bizarrement, plus il est sur des trajectoires d'émergence rapide. Donc voilà, on reprendra peut-être ça après. Et je pense que vraiment, c'est plutôt sous cet angle-là qu'il faut regarder ça, et notamment après peut-être lister certains pays, on pourra y revenir, qui sont plus à la pointe et à l'avancée de ces questions-là. Ok, Président, on prendra Laureline en ligne. Qu'est-ce que tu non, je voulais juste penses de cette question? Je voulais juste dire qu'il y a un chiffre qui n'a pas du tout été évoqué, qui est un sujet qui est la démographie. Quand on regarde la moyenne d'âge de la population du continent africain, on est à 19 ans pour tout le continent. Donc, le continent est très jeune, effectivement. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Donc, sans la diaspora, on ne s'en sortira pas. Et cette diaspora qui est disséminée en Europe, dans les Amériques, en Asie, cette diaspora est beaucoup plus âgée et beaucoup plus fortunée, bien entendu. Donc on ne s'en sortira pas sans cette diaspora. Et ce que tu disais sur l'accueil, effectivement, de la diaspora au pays, si c'est encore leur pays, pose problème. Okay, alors, Laureline, tu es avec nous. Je vois que tu as hâte de répondre. Alors, qu'est-ce que tu dis de cette première question posée? Quel est ton point de vue là-dessus? Juste un problème de son. Tu as activé ton micro, Laureline? Juste quelques petites secondes d'ajustement technique.
Ça marche pas. Alors, ça marche pas. Ça va. Vous avez autre chose à dire, allez-y. En attendant que la technique puisse nous connecter avec Laurine. Oui, Quentin, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Non, je voulais peut-être parler à ceux qui, parce que c'est toujours intéressant de regarder cet angle-là, aux personnes qui ont répondu qui ne se sentaient pas afro-optimistes. Est-ce qu'on peut peut-être leur demander pourquoi dans les personnes qui sont présentes ici, puisque c'est aussi un angle intéressant pour traiter ça, si elles veulent prendre la parole, sinon... Y a-t-il encore des afro-pessimistes dans la salle? Est-ce que la connexion avec Laurine est possible maintenant? Tu veux? Oui. Vas-y. Qui veut prendre la parole? Oui. Alors bonjour, merci pour tous ces éléments très intéressants. Ah. Allez-y, allez-y. D'accord. D'accord, je vais poser la question rapidement. Enfin, je réponds plutôt à la question. Alors, sur la question de savoir pourquoi j'étais encore un peu pessimiste là-dessus. Alors. Si vous m'entendez, vous pouvez me faire un signe et je pourrais. Ok. Ça va, Laurine, ça va, tu peux y aller. Ok, super. Okay. Alors, déjà, je suis ravie d'être parmi vous. Toutes mes excuses pour ces problèmes techniques. Je ne suis pas physiquement présente parce que je suis justement en Côte d'Ivoire où j'ai décidé de m'installer il y a à présent à peu près 7 ans. Donc, je suis une repatte rapatriée ou une diaspora réinstallée. Mais je pense que le sujet profondément est celui de la définition de Afro-Hirsch, qui est celle des Afropolitains. Parce qu'en fait, que nous soyons d'origine du continent ou africanophile, le plus important, c'est la contribution que nous y faisons. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question d'origine ni de couleur, mais c'est une question de motivation que nous avons de participer à l'essor économique et soutenable de notre continent. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir sur des faits aussi qui sont premièrement l'Afrique dans sa globalité a le taux de croissance le plus fort au monde. Lorsqu'on prend des pays comme la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Sénégal, ils ont tous a priori entre 6,5 et 7,1% de taux de croissance. Tout dépend de la source, mais en tout cas à la base 6%, ce qui est les plus fortes performances en termes de croissance économique que nous voyons sur le continent. Donc je pense que la première chose, c'est de se dire qu'on est sur un continent qui est certes jeune, qui croît énormément, qui attire beaucoup d'investissements et qui produit une jeunesse qui est de plus en plus qualifiée à l'international et qui a la capacité de participer à son développement en étant sur place ou à l'étranger. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la question est de savoir quel est le retour qui est fait ou la capacité d'accueil qui est faite à cette jeunesse. Je vais vous prendre mon exemple. Je n'ai pas attendu que le gouvernement ivoirien me fasse la place ou me fasse un pont d'or pour venir m'installer en Côte d'Ivoire. J'ai pu créer des opportunités, je m'y suis installée. Aujourd'hui, je suis ravie et fière d'avoir créé une société d'investissement dédiée justement à la préservation du patrimoine culturel et artistique, puisque nous investissons dans des marques avec la vocation d'en faire des futurs champions de la mode et de la création de demain. Donc effectivement, l'enjeu n'est pas de se demander si la diaspora est bien ou pas placée pour participer au développement du continent. Je pense qu'il faut changer le terme de diaspora pour le faire migrer progressivement sur celui d'afropolitain et d'afropolitanisme, et afin de reconnaître que les flux sont à présent dans les deux sens. Bien
Merci Laurine, merci de rester en contact avec nous. Alors Pascal m'a présenté tout à l'heure comme étant mon domaine de recherche, gestion du temps en contexte africain. Alors je vais appliquer gérer le temps et donc vous donner la parole pour une brève intervention sur cette question, parce qu'on a 2 autres questions pour lesquelles on souhaiterait avoir les points de vue des différents participants. Très bien, merci beaucoup. Du coup, la question, c'était de savoir pourquoi il y avait encore ce pessimisme en moi. Eh bien, tout simplement parce que je trouve que le constat est encore assez noir. Bon, c'est un peu à moi un point fort, mais par exemple, l'exemple criant du nombre de médecins en Afrique qui est inférieur au nombre de médecins dans la diaspora, je trouve est très criant. Et je n'ai pas l'impression, c'est un ressenti, donc moi je viens d'Afrique du Nord, que les gens qui peuplent la diaspora autour de moi ont encore ce lien très fort avec leur pays d'origine. Donc j'ai l'impression voilà, que sur ces 2 aspects-là, que la connexion n'est pas encore si forte depuis la diaspora vers l'Afrique pour être totalement optimiste. Ok, merci. Je crois qu'on va passer à la question suivante. On aura l'occasion, après avoir fait la revue des 3 questions, de revenir sur l'ensemble des questions et celles et ceux qui souhaiteraient intervenir pourront le faire. Oui, Caroline. Juste pour rebondir là-dessus, ça marche? Vous m'entendez? C'est justement, je pense, c'est le lien avec la définition qu'on a de diaspora, parce qu'en fait, la question, c'est de savoir si des gens qui sont établis dans d'autres pays dans le monde depuis plusieurs générations, etc., est-ce qu'on les inclut dans la diaspora? Est-ce qu'on attend d'eux qu'ils reviennent? Tu vois, en fait, la réponse est extrêmement personnelle. Donc, en fait, je ne peux que vous inviter à ne pas vivre comme un constat d'échec que certaines personnes autour de vous qui ont effectivement des origines dans certains pays n'aient pas forcément envie d'y aller, quoi. Je veux dire, on s'établit d'autres racines. Moi, j'ai des lointains ancêtres d'Allemagne de l'Est. J'ai aucune envie d'aller en Allemagne de l'Est. On ne va pas me le reprocher. Donc, en fait, je pense que là-dessus, en tout cas, ce n'est pas forcément la clé. Après, ce qui est certain, c'est vraiment les conditions de retour, quoi. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas forcément une question de différentiel de revenus, parce qu'il peut y avoir un coût de la vie qui est différent, mais la question, c'est de savoir si les perspectives de carrière, si effectivement on va être payé à la fin du mois, enfin, si les conditions matérielles de base sont assurées dans le cadre d'un retour. Et le but, c'est pas que effectivement ce soit forcément organisé par des gouvernements, etc., parce que sinon on va attendre très longtemps, honnêtement. Et heureusement que Laurie n'a pas attendu ça, sinon je pense que le fonds qu'elle dirige n'aurait jamais vu le jour. La question, c'est de savoir s'il y a des structures intermédiaires qui le permettent. Et là, c'est le moment promotion, évidemment, pour la société qui sponsorise cette chaire. Mais le groupe Axian, par exemple, est un très bon exemple de véhicule permettant d'accueillir des personnes qui voudraient revenir sur le continent africain, avec des conditions matérielles, évidemment, qui sont nécessaires pour l'épanouissement, le progrès de la carrière, qui correspondent à des attentes très personnelles que vous pouvez avoir, et qui arrive à faire ce mélange entre du cadre local qu'il a réussi à former, faire émerger, etc., des ripats, des expats, et en fait, c'est ce contenu-là hybride qui fait sa réussite. Donc la question, je pense, c'est vraiment d'identifier, en tout cas pour ceux qui se posent ces questions-là, quelles sont les structures qui me permettent, en tout cas, d'envisager ce retour sereinement, quoi. Ok, merci. Caroline, la question suivante. Question suivante. D'après vous, dans quel secteur faudrait-il investir en priorité? Vous cochez tous les secteurs qui vous paraissent prioritaires. Alors pas tous, hein, puisqu'on vous demande d'établir des priorités. Quelques-uns. Si vous aviez 100 000 euros, allez, 100 millions d'euros pour les très 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 riches, vous les metteriez dans quel secteur ?
laisse encore une petite minute. 30 secondes. Pour les réponses. Allez, ça a l'air de plafonner. On regarde les résultats. Ah, voilà. Donc on reste quand même... Éducation. Petit commentaire. Professeur Camden, pouvez-vous réagir avec vos invités? Très bien. Alors, Lorraine, qu'est-ce que tu dis de ces statistiques-là? Après Sitor, et puis 2 ou 3 personnes pourront réagir sur ce point. Oui. Je ne sais pas si elle les voit en fait. Est-ce qu'elle peut les voir? Non, je trouve que c'est très cohérent avec en tout cas l'état des besoins sur le continent. L'éducation et la santé sont effectivement les secteurs aujourd'hui les plus prioritaires en termes d'investissement, d'abord direct étranger, mais lorsqu'on regarde les fonds de private equity, de capital investissement qui se développent aussi sur la zone, ce sont 2 secteurs qui non seulement ont un fort impact, mais qui accompagnent la croissance de la consommation. Donc non, enfin, je trouve que c'est très cohérent avec ce que nous voyons sur le continent. Et je dirais juste que l'inclusion financière est aussi un secteur qui mériterait aussi de récupérer des investissements, parce qu'en travaillant sur l'inclusion financière, on peut permettre l'autonomisation des PME, des individus, et contribuer donc effectivement au financement de l'épargne et de la croissance de manière aussi vertueuse. OK. Sitor? Je voulais intervenir Merci, Lorraine. sur la partie, sur le mauvais score des produits culturels, qui est tout à fait normal, puisque dans le monde de l'art, en fait, on vend quelque chose qu'il y a à profusion à des gens qui ont tout. Je parle de l'art. Donc c'est quelque chose qui arrive en bout de course, c'est tout à fait normal. Par contre, la place de l'art et des artistes est indispensable aujourd'hui pour l'image, pour donner, pour qu'il y ait ce focus sur l'Afrique, pour que les autres investissements puissent y faire, pour éduquer, pour pousser à investir en Afrique. Il n'y a rien de tel que des produits musicaux, que des produits artistiques. Tout ce qui est image et son permettra de donner plus de visibilité. Ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi le questionnaire qu'on a fait au tout début sur qu'est-ce que ça veut dire pour vous innovation responsable, etc. Parce que, et pour faire écho aussi à ce qu'a dit Lorraine, c'est-à-dire que la chance qu'on a sur le continent africain, c'est que on crée beaucoup plus d'impact, évidemment. L'impact est plus évident que dans l'investissement à impact qui se ferait dans un pays développé comme la France, par exemple. Donc effectivement, on peut toucher à différents secteurs et quantifier tout de suite un impact important en création d'emplois, en création de richesses. La question après de savoir, et moi ça m'a surpris effectivement le mauvais score des biens de consommation, parce que ça, il y a quand même beaucoup à faire, et notamment dans une production qui est locale. On a des gros problèmes d'importation massive et de dépendance par rapport à ces importations dans de nombreux secteurs pour les pays africains. Et on va assister dans les prochaines années, parce qu'il y a une vraie prise de conscience, hein, je pense que la crise ukrainienne a été tout particulièrement vécue par certains pays africains, dans leur dépendance avec le blé notamment, comme un secteur maintenant primordial. C'est-à-dire comment on arrive à relocaliser ces productions, à être moins dans une dépendance par rapport à ces importations, et avec une balance commerciale évidemment qui souffre. Donc moi je suis ravi d'entendre un peu aussi le public sur ces questions-là, et peut-être creuser certains secteurs, et puis vous dire si c'est une très mauvaise idée ou pas en termes d'investissement. OK, merci. Quelques réactions dans la salle. Pour question de temps, je vous en prie, on prendra juste 2 réactions. OK, madame. Bonsoir, je vais essayer d'être très courte. Moi, je suis ingénieure industrielle et donc je travaille dans l'industrie, mais s'il y a un secteur dans lequel je devrais investir, ça serait la culture, puisqu'effectivement, la culture accompagne des imaginaires et un univers sensible qui n'est pas capturé par l'économie. Il y a encore des effets qui persistent de la colonisation, je pense notamment au complexe du colonisé, qui n'est toujours pas traité et qui
Et en fait, on le voit dans les collaborations industrielles internationales, c'est des phénomènes qui persistent et qui impactent notre économie. C'est le cas aussi à l'échelle de la consommation et de la production industrielle. On est dans des industries qui sont dans l'imitation de ce qu'il y a ailleurs. Et ça accompagne aussi des flux de migration clandestine. Et donc moi, s'il y a un secteur dans lequel j'aimerais investir, ça serait le secteur de la culture, bien que je suis très scientifique. Ensuite, je voulais rapidement réagir à la question d'avant sur est-ce que la diaspora est bien placée pour promouvoir des innovations responsables. Alors, je suis plutôt pas d'accord avec cette question parce qu'elle sous-tend que en fait, le cadre de référence de savoir est situé en Occident. Et encore une fois, pour citer des références du post-colonialisme, qui dit que voilà, le savoir est produit et contrôlé par l'Occident. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette approche. Je pense qu'il y a des champs, en fait, qui peuvent se co-construire. Tout à l'heure, vous avez parlé de médecine africaine. Et sans vous rendre compte, vous avez parlé de ça comme quelque chose qui appartient à la culture africaine. Alors ça pourrait complètement appartenir à la médecine et à la construction du savoir. Et donc par rapport à cette question, moi je me situerais plutôt dans une co-construction hybride du savoir pour en fait infuser plusieurs secteurs d'activité et travailler sur les imaginaires collectifs. Voilà. Merci. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Xavier Personic, je travaille depuis de nombreuses années sur l'accompagnement de sociétés, qu'elles soient africaines ou ailleurs dans le monde, pour faire des feuilles de route en Afrique. Et j'essaye, juste pour être concret, d'essayer de convaincre en ce moment la Société de Legrand d'aller faire un peu de fabrication locale en Afrique par rapport à des lignes de produits qui peuvent se le permettre. Mais parce que je vais essayer d'être très concret. Et là, ce qui m'embêtait un peu entre agriculture et biens de consommation, c'est que biens de consommation, on pense tout de suite, je sais pas, téléphone portable, fashion, etc. Et là, et agriculture, on est, je ne sais rien, sur les grumes qui partent non transformées, etc. Entre les deux, il y a agroalimentaire. Ouais, moi, j'aurais mis plutôt le mot agroalimentaire, parce que là, il y a agroalimentaire dans un contexte où... j'ai travaillé pas mal avec Danone sur des sujets où on va arriver au sujet de la régionalisation. Alors évidemment, la ZLECA, c'est très très loin et tout, mais il y a au moins la CEDEAO qui existe et dans laquelle on peut faire des choses, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Et là, ce qui est dommage, c'est que évidemment qu'il y a eu de l'agroalimentaire local qui a été réussi. Regardez, la bière, c'est cher à transporter et ça ne coûte pas très cher. Du coup, des brasseries, vous en avez dans tous les pays d'Afrique, et grosse concurrence. Mais quand vous attaquez sur des biens de substitution, finalement, à l'import, dont vous parliez, des biens de substitution à l'import, là, c'est régionalement qu'il faut faire, parce que si vous risquez d'être trop petit... Il y a des exemples aujourd'hui sur, je sais pas, CEMOA en Côte d'Ivoire, par exemple, sur le chocolat. Si vous n'attaquez pas le marché complet régional, c'est difficile, et ça a été le cas qu'on a vu sur Danone, c'est difficile de faire des business cases vraiment purement locales pour avoir les sorties. Donc si on ne relie pas ça au fait que les échanges intra-africains, c'est à peine 12%. On peut regarder les chiffres-là. La communauté européenne, c'est 65%. En Asie, ils sont à 65% aussi. Et tant qu'on n'a pas fait échanger un peu plus entre Africains, j'enfonce des portes, mais l'agroalimentaire, c'est vraiment un sujet pour moi. Et c'est un peu dommage qu'il n'apparaisse pas en tant que tel, où il y a plein de... Là, il y a des opportunités. Je parlais du ou para-agroalimentaire sur le coton, etc. On peut faire... j'ai vu, M. Quentin Sauzet, j'en profite, comme ça je prendrai le micro qu'une seule fois. Vous disiez afro-pessimiste ou afro-p. Moi, j'avais fait j'ai envie de dire un peu à la manière INSEAD, it depends. On a envie, l'endroit, le pays, etc. Mais il y a un exemple sur lequel j'ai travaillé avec un de vos collègues. Vous avez été bien à la Banque mondiale au Bénin. Vous devez connaître mon ami Laurent Gonnet, ça doit vous dire quelque chose, qui lui est au Sénégal. Et on avait lancé, j'ai aidé ce projet, c'est lui qui le tenait, de faire vraiment, d'essayer de mettre à disposition sur des plateformes, et c'est Cdiscount s'était engagé à le faire, à pouvoir avoir des objets d'artisanat africain réellement faits en Afrique, mis à disposition sur des plateformes à l'envers, du e-commerce sud-nord. Il y a eu du recrutement de fait. La Banque mondiale a mis $700 000 dans l'affaire pour former des ambassadeurs, pour former les gens à faire des fiches produits, pour faire le truc. J'ai essayé d'appeler mon ami Laurent Gonnet, il ne m'a pas répondu. Là. Mais il y a 6 mois, on était encore sur des recherches via la diaspora. Et j'ai rencontré M. Lionel Zinzou directement à la Maison de l'Afrique il y a 6 mois de ça, où on avait besoin, pour envoyer le premier container à Cdiscount à Bordeaux,
de 12 000 balles. On ne les a même pas trouvés. Et donc, quelque part, encore une fois, moi aussi, j'ai envie d'être... je passe ma vie à accompagner des entreprises et je suis à un âge où je pourrais aller peut-être faire autre chose. Et tu vois, sur un sujet comme ça, je suis quand même embêté qu'on n'arrive pas à... Je ne sais pas si vous voyez des nouvelles récentes de ce projet, là, à travers Bon, on en parlera après à la fin. Mais sur un exemple comme ça, c'est tellement dommage. Là. On avait le sujet... Je vais voir Lionel directement, j'en ai besoin de 12 000 balles. C'est au Bénin, les 3 pays qui participent à cette truc, c'est le Bénin, le Sénégal et le Mali. On n'arrive pas à tirer 12 000 balles de la diaspora béninoise pour faire le premier container, pour mettre les produits qui étaient préfinancés complètement par la Banque mondiale pour faire le truc. Voilà, donc, Afro-Optimise, oui, mais quand il y a des vrais projets, on ne parle plus fonds d'investissement, machin, tout là. Il faut aller projet par projet, il faut être super pratico-pratique. Et ce projet-là, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler à la fin, il faut refaire rebondir ce truc-là. C'est pas possible qu'il y ait 700 000 $ qui étaient mis à fond perdu sur ce truc-là. C'est pas possible. Voilà. Merci. Ouais. Madame. Sinon, je peux peut-être poser ma question. J'ai juste une question. Oui, Ouais, j'ai vu que j'avais le micro. Et puis avant, hein. Oui, du coup, ma question c'était sur le lien en fait entre la diaspora et les secteurs que vous affichez là. Parce que, comme l'a dit l'intervenante tout à l'heure, l'agriculture, l'éducation, la santé, c'est des secteurs qui demandent énormément de capitaux, qui demandent de la structuration, à la variété de fonds de private equity, d'investissement, etc. Du coup, comment en fait la diaspora peut concrètement investir dans ces secteurs-là, sachant que vous, quand vous avez fait votre présentation de la diaspora tout à l'heure, et des investissements qui sont effectivement colossaux, vous avez pris des exemples plutôt de personne à personne, c'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un, et je pense que c'est la majorité des gens ici, lorsqu'on aide les personnes, lorsqu'on donne de l'argent aux personnes qui sont sur place, c'est plutôt de personne à personne, c'est-à-dire pour financer l'éducation d'un proche, pour financer les soins d'un proche, etc. Donc concrètement, en fait, comment on fait le lien entre ces secteurs-là, qui visiblement attire beaucoup de monde, et la diaspora qui, elle, est très fragmentée. Et voilà. Donc je ne sais pas si les intervenants ont des réponses là-dessus. Oui, bonsoir, Rebecca Ayoko. Oui, tous les projets là, tout est important pour l'Afrique. L'Afrique en a besoin. Mais pour moi, la santé avant tout, parce que quelqu'un qui est malade ne peut pas travailler, ne peut pas produire, ne peut pas aller au champ, ne peut pas aller au bureau. Donc la santé, c'est très important. Un pays qui est malade ne peut pas produire. Voilà, tout simplement. Donc la santé, et puis au fur et à mesure, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On dit ça en Afrique. Tout est important, mais la santé en premier. Voilà. Ok, merci madame. Un élément de réponse rapide à la question, comment faire? Je pense qu'il y a des structures associatives, par exemple comme des tontines créées par des membres de la diaspora qui peuvent s'avérer être extrêmement utiles comme structure de capitalisation financière. J'ai pris le cas tout à l'heure du Mali. Je pourrais prendre le cas du Cameroun, où il y a pas mal de tontines créées par des membres de la diaspora en Europe, en Amérique, et qui transfèrent énormément d'argent, mais sur des projets précis, comme l'éducation, la santé, etc. Okay. Peut-être pour répondre de manière très précise à ça. Ah, oui. Laurine, tu voulais prendre la parole avant ou... Non, je t'en prie, vas-y, je répondrai après. Ok. En fait, faut distinguer effectivement ce qui est de remittances. Vraiment, je donne de l'argent en soutien pour des projets très personnels dans un environnement familial. Et ce que vous décrivez, c'est-à-dire la question de l'investissement, c'est-à-dire mettre de l'argent, son épargne, plutôt à profit du continent africain, plutôt que sur un livret épargne en France qui va financer du logement social ou ce genre de choses. Et heureusement, en fait, depuis maintenant, je dirais 3-4 ans, il y a des plateformes qui existent pour faire soit du crowd equity, soit du crowd lending. C'est-à-dire que vous allez rejoindre, je vous donne comme exemple Lendaland qui existe, Sunfunder, on peut en parler après. Mais là, pour le coup, vous êtes un individu, vous avez envie de soutenir des projets dans le solaire, un peu partout sur le continent, parce que vous avez la conviction que ça fait partie des grands piliers de développement du continent. Avec même quelques centaines d'euros, vous pouvez participer à des projets d'électrification, mais qui ne seront pas des projets humanitaires. Ça va être des projets où il va y avoir une attente de retour sur investissement.
qui est faible, mais qui du coup permet de répondre à la question que vous aviez, qui était, effectivement, ces secteurs-là sont capex intensifs, il y a beaucoup d'investissements à mettre sur la table pour créer une université ou faire un champ solaire, etc. Et maintenant, c'est possible de faire ça avec ces plateformes. Après, il y a d'autres possibilités. Il y a des structures d'investissement locales, et justement, je pense que Laurine va en parler aussi, mais qui peuvent s'adresser, mais cette fois à des investisseurs qui ont un peu plus de moyens, pour cibler certains projets thématiques. Laurine, c'est dans les affaires culturelles, mais il y a des plateformes d'investissement spécifiques sur les infrastructures ou la santé, etc. C'est en train de naître. Mais ça, on est encore au balbutiement, en tout cas dans les différents pays, sur ces questions-là. Laurine, je te laisse la parole. OK. Laurine? Malheureusement, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez investir dans les secteurs de la santé en Afrique, vous n'avez pas de banque française ou de banque de gestion d'actifs qui vous offre un produit qui a été structuré de telle sorte à ce qu'il vous permette d'avoir un risque Afrique qui soit béninois, togolais ou ivoirien sur un secteur en particulier. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans le sujet de la compliance. Donc, toute ressource, toute épargne doit être investie dans le pays où elle est collectée. C'est comme ça que la compliance fonctionne pour l'instant dans les différents pays sur lesquels on intervient. Alors maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que les États ou les structures africaines peuvent faire pour développer des produits d'innovation financière qui soient des diaspora bonds, par exemple, tels qu'on les a décrits, et qui permettraient de capter cette ressource pour la réinvestir sur le continent africain dans des secteurs en particulier. Et je pense que c'est là tout le fond du débat, indépendamment de la ressource qu'elle peut représenter, qu'on l'appelle diaspora ou ressource afropolitaine. Comment est-ce que l'on la canalise concrètement sur le continent sans que ce soit des initiatives caritatives, sans que ce soit des gros fonds d'investissement, mais qu'on puisse répliquer, comme tu l'as dit Quentin, les initiatives de crowdfunding et que le continent lui-même soit à la mesure d'une innovation financière qui lui permettrait de se développer. Je pense que là, on est effectivement au balbutiement et que tous les travaux de recherche, de structuration doivent à présent se poser sur cette question. Comment est-ce qu'on peut transformer les remittances, donc l'argent qui part de l'Europe sur le continent, de la diaspora sur le continent, autrement qu'un individu qui envoie de l'argent à sa famille pour répondre à un besoin urgent. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait plus de ressources qui soient investies de manière durable sur le continent? Parce que lorsque je reprends la citation du président Alestina, bien sûr qu'il a raison, mais concrètement, on reste sur des ressources qui vont combler des besoins immédiats. Pour l'instant, il n'y a pas de fonds qui soient dédiés à la diaspora, en tout cas je n'en suis pas au courant, qui permettent de manière significative, je dis bien significative, de résoudre les problèmes de financement de tous les secteurs que nous avons identifiés. Je pense que l'avenir est là. Mais au service de la diaspora. Merci Laurine, vous restez connecté avec nous. Oui. Ouais. La question est la suivante. Votre argent peut prendre plusieurs formes. Et comme l'a dit Laurine, il y a l'argent qui est vraiment du pur don. Ça, vous le donnez, vous n'attendez pas de retour. Et le vrai problème, c'est la garantie de l'argent que vous voulez mettre au profit du développement du continent africain, mais que vous n'avez pas envie de perdre. Parce que ça, c'est votre épargne. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation tampon avec la surface financière suffisamment conséquente pour vous garantir que cet argent que vous allez lui confier, vous allez le retrouver. Non seulement dans le capital que vous lui avez confié, mais surtout avec la génération de rendement que vous en attendiez. Et donc la difficulté, c'est comment on crée ces véhicules, soit effectivement avec des intermédiaires financiers, des banques et autres qui accepteraient de prendre ce risque,
Ou alors, comment on crée ces véhicules où il y a effectivement cet argent de la diaspora dédié à de l'investissement dans des projets sur le continent, mais où on arrive à faire rentrer notamment une part de subvention, peut-être via l'aide publique au développement ou autre, pour prendre ce qu'on appelle en bon français les first loss, c'est-à-dire prendre un peu les coûts, parce qu'on sait aussi que faire tourner des projets sur le continent, avec les attentes de rendement, ça peut être aussi un challenge. Parce que c'est très beau théoriquement de vouloir effectivement mettre son argent au profit de projets sur le continent. Après, je pense que Laurine en sait quelque chose aussi. On y est confronté tous les jours. Faire tourner des opérations, avoir des projets qui fonctionnent, qui génèrent les rendements attendus, c'est un défi immense. Il y a des gens qui savent bien le faire, mais il faut les identifier, il faut les aider à avoir la taille suffisante pour pouvoir être suffisamment attractifs et garantir justement que vous allez revoir cet argent avec le rendement qui a été promis. Oui, Sitor. En écoutant Laurine et Quentin, la question que je me pose, vous êtes tous les deux dans des fonds, dans le monde de la finance, et je me pose cette question, est-ce que les discussions qu'on a ne sont pas typiquement franco-françaises? Est-ce que les choses ne se poseraient pas de manière totalement différente dans un monde anglo-saxon? C'est une image, moi, que je vois dans le monde de l'art, mais qui n'est qu'un reflet du monde en général. Et pour moi, cette différence entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone est liée à deux modes de colonisation complètement différentes et à deux types de mentalités complètement différentes. Chez les Français, il y a toujours eu une mission civilisatrice, une volonté de transformer les populations, de les inclure, de les assimiler, pour ensuite les rejeter, ce qu'on voit aujourd'hui. Chez les Anglais, ça n'a toujours été qu'une colonisation économique. On n'a jamais essayé de déstructurer les pays colonisés. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, ne serait-ce que dans l'expression artistique dans les deux mondes, c'est une énorme liberté chez les anglo-saxons et chez les francophones, des problèmes d'identité, des problèmes philosophiques, des problèmes extrêmement intellectuels qui peuvent produire des œuvres magnifiques, mais on est dans deux mondes complètement différents. Et ça, c'est la question que je pose aux financiers. Et je peux même le résumer quand on définit la politique d'investissement, quand on parle en anglais de capital venture, en français, ça se traduit en capital risque. Donc, chez les Français, il y a cette notion du risque et donc cette notion de perte potentielle qui n'est pas présente chez les anglo-saxons. Alors peut-être que vous pourriez m'éclairer là-dessus, mais je vois deux mondes vraiment très très différents. Ok, merci Sitor pour le rappel de cette dimension historique, continentale, régionale ou étatique. Est-ce que le temps permet qu'on prenne encore une toute dernière? Oui, juste rapidement, s'il vous plaît. Parce qu'on a encore une question sur laquelle on va discuter. Très rapidement, pour appuyer votre propos, en fait, vous parlez de ce constat entre les anciennes colonies françaises et les anciennes colonies britanniques dans le secteur de la culture, mais c'est le cas aussi dans l'industrie. Si on prend par exemple l'industrie spatiale, le premier satellite français a été envoyé depuis l'Algérie à Amaguir, où il y a des prédispositions naturelles pour lancer ce genre d'industrie. L'Algérie est proche de l'équateur, elle a un désert et elle a un passé avec cette industrie. Pourtant, ce n'est pas une industrie qui a été développée. Vous prenez l'Inde, aujourd'hui, son industrie elle est extrêmement développée, plastique, agroalimentaire, spatiale, informatique, etc. Et donc c'était juste pour appuyer votre propos et dire aussi que c'est présent dans le secteur industriel. Ok, merci. Carole, à toi pour poser la troisième. Oui, Carole. Je crois que Laurine voulait intervenir. Ah, vous voulez, ok. Ah oui, allez-y. Et puis, Carole, tu poses la troisième question. Oui. Tu souhaites. C'est Laurine, je crois, qui souhaitait intervenir. Après moi, Ah oui, Laurine, ok. Oui, Laurine, oui. Tu souhaites réagir, là? Laurine? Oui, non, je voulais juste rebondir sur la différence entre l'Afrique francophone
Nigeria et Ghana, on est face à une situation macroéconomique catastrophique où le Ghana est au bord de la faillite et le Nigeria a un taux de dépréciation de sa monnaie qui n'est pas soutenable et qui crée des problèmes de gouvernance. Mais pour autant, il est vrai qu'il y a plus d'investisseurs, donc family office ou personnes à haut revenu, qui font le pari d'investir directement dans les startups, qui leur permet d'avoir ce dynamisme-là. Mais dans ces deux catégories de pays, il manque une structuration, c'est-à-dire que l'investissement privé dans des sociétés jeunes pousses reste informel. Et aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est vraiment de créer des structures qui soient family office ou fonds d'investissement ou fonds dédiés à la diaspora qui permettent de soutenir la croissance économique de nos pays et de nos continents. Parce qu'aujourd'hui, véritablement, nous avons besoin d'investissements africains. L'Afrique doit croire en l'Afrique, investir en Afrique et se structurer pour être un bailleur de fonds soutenable africain permettant cette croissance sur le long terme. Ok, merci Laurie. Peut-être Emmanuel, juste pour finir là-dessus, hein, je sais que vous êtes très pressé, mais c'est un point quand même essentiel. Je ne me risquerais pas quand même à dire que la colonisation anglo-saxonne n'a pas déstructuré les pays dans lesquels elle était présente, parce que enfin, je veux dire, quand on voit les flux liés à l'esclavagisme et comment ça a déstructuré les sociétés, même dans les colonies anglaises, avec en fait un effondrement de la confiance interpersonnelle, parce qu'en fait on s'appuyait sur des relais locaux qui eux-mêmes s'appuyaient sur des relais ruraux. En fait, bon. Par contre, je rejoins ton analyse sur les phénomènes, en fait, ensuite sur l'approche même de la colonisation. Mais si on l'applique ensuite à la question économique et on se dit mais pourquoi il y a ces différences quand même de vitalité, de parcours de développement économique pur. Ça, c'est une analyse très personnelle, mais je pense quand même que c'est très lié. Moi, pour avoir été côté administration au Bénin aussi, je l'ai vécu dans ma chair, à des règles administratives, en fait. C'est-à-dire que en francophone, un bon État centralisateur, avant tout projet, il doit y avoir une autorisation. En anglophone, il y a un côté plus pragmatique, qui est aussi lié à une approche juridique différente. Et donc, souvent, c'est déclaration simple, contrôle a posteriori. Et de cette différence-là, en fait, naît un rythme totalement différent et surtout un rapport à la prévarication qui est tout autre. C'est-à-dire que en francophone, avec évidemment, on ne le souhaite pas, mais quand les dirigeants, en tout cas, ne sont pas forcément bien intentionnés, avant même que le projet puisse voir le jour, tout le monde a déjà demandé une part de son gâteau. La différence en anglo-saxon, c'est que le projet se lance, les gens viennent demander leur part, mais le projet est déjà lancé. Et donc, en fait, vous avez un rapport de force qui est différent, puisque l'activité est là, les emplois sont créés. Et donc, la différence, et c'est vraiment ça, la différence de rythme, un peu, qui est en train d'évidemment s'effacer maintenant avec les rythmes qu'a décrit Laurine précédemment, c'est que à la fin de la journée, je dirais que c'est juste une différence d'empêchement du développement entre le francophone et l'anglo-saxon par la puissance publique. Et la différence fondamentale, c'est qu'en anglo-saxon, les dirigeants, etc., sont en fait, en montant à la fin de l'année, beaucoup plus dans la prévarication qu'en francophone. Mais parce qu'en fait, quand vous prenez une part du gâteau qui est plus petite, mais sur beaucoup plus de gâteaux, vous êtes beaucoup plus riche à la fin de l'année, quoi. Et donc cette différence-là, enfin, pour moi, explique les différents rythmes, l'émergence évidemment de l'Afrique de l'Est, des États ouest-africains anglo-saxons. Néanmoins, elle s'estompe totalement maintenant avec la montée en puissance des puissances publiques ouest-africaines, notamment francophones, qui ont un background différent, qui ont un rapport à l'économie privée complètement différent. Et donc, je dirais que cette différence-là, avec ce qui a été décrit par Laurine, ça me nuise. Et c'est une très bonne nouvelle pour le francophone qui devient extrêmement attractif pour les investissements directs étrangers, aussi venant des anglo-saxons. Et on voit effectivement une peur chronique maintenant de certains États, du Ghana, du Nigeria, par les investisseurs étrangers, parce que vous êtes captif, quoi. Vous avez investi au Nigeria, vous ne pouvez plus sortir votre argent, ou alors ça va être extrêmement difficile, étant donné la fragilité en ce moment du Naira. Et donc, pour finir, il ne faut pas céder aux sirènes parfois un peu rapides de la critique, notamment
d'une monnaie qui est arrimée sur une monnaie plus forte, qui s'appelle franc CFA malheureusement et qui va changer de nom fort heureusement. Et regardez ça avec un peu de tranquillité pour regarder quels sont les avantages et les inconvénients de ces questions-là, parce que c'est très à la mode de les critiquer, notamment sur les réseaux sociaux. Merci. OK. Question suivante. Alors cette fois, on va dans le domaine de la culture et de l'art. Et donc, on vous demande dans quelle mesure la diaspora africaine peut promouvoir cette culture africaine. Est-ce que vous pensez que tout à fait possible ou bien pas du tout possible? Voilà. J'attends encore un tout petit peu de réponse et j'affiche le résultat. Allez, il y a un plateau. On y va. Haha. Wow. Globalement, ils sont très optimistes. Donc ça veut dire que ça n'a pas l'air si difficile d'attirer des fonds, d'avoir un rôle dans la valorisation de la culture. Voilà. Ouais. Allez. OK. Laurine, on commence par toi. Pour, Alors, attends, je vais l'afficher, pardon. Oui, Laurine, OK. Tu as vu ce que ça donne. Tout le monde, on est à peu près tous d'accord sur la question de la valorisation du patrimoine artistique culturel africain. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que la diaspora est une formidable ambassadrice, doit être en tout cas une formidable ambassadrice des cultures africaines, pour peu que, premièrement, elle les maîtrise. C'est-à-dire que lorsqu'on est de la diaspora, par exemple du Togo, qu'on soit vraiment en phase avec son héritage traditionnel et culturel pour pouvoir le développer. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'impact de la créativité africaine sur la créativité internationale, que ce soit dans la musique, la vidéo, enfin la photo, la mode, toutes les industries culturelles et créatives aujourd'hui sont une source d'inspiration sans précédent pour la scène créative mondiale. Et donc cela montre qu'il y a une volonté de rapprochement je ne dirais pas d'appropriation, mais en tout cas de collaboration entre la scène créative internationale et la scène créative culturelle patrimoniale africaine. Ensuite, on est aussi sur un patrimoine culturel, Isidore pourra le dire mieux que moi, mais qui est vivant et qui se réinvente sur des codes modernes. Donc effectivement, la promotion de cet héritage culturel très divers et très puissant, on parle encore une fois de 54 pays, ne pourra pas se faire si la diaspora ne s'en saisit pas. Et il y a une diaspora dont on n'a pas vraiment parlé parce qu'aujourd'hui, l'on estime qu'elle a changé de couleur ou en tout cas de nationalité, c'est la diaspora américaine. Aujourd'hui, les afrodescendants sont le premier moteur de la diaspora, puisque lorsqu'ils se recherchent leurs sources et leurs origines, il y a naturellement un traçage qui se fait avec le continent africain et les pays qui appartiennent à la côte, et la plupart du temps la côte ouest africaine, ou en tout cas l'Afrique du Sud. Donc, je suis totalement d'accord, ce doit être un vecteur de développement, de préservation et, je dirais, d'expansion de notre patrimoine, de notre héritage patrimoine et de notre diversité culturelle. OK, merci Lorraine. Merci. Quentin? Oui, Sitor? Mais moi, je parlerai principalement des arts plastiques. Et sans la diaspora, et principalement, je suis désolé de revenir à ça, mais le marché de l'art
contemporain africain, il est à Londres. Il a commencé à Londres parce qu'il y avait à Londres une diaspora nigériane et ghanéenne extrêmement puissante qui a soutenu depuis le début ces artistes. Ces artistes ont atteint aujourd'hui des prix records et par capillarité, l'ensemble des pays africains ont bénéficié de ça. Donc sans cette diaspora, c'est vrai qu'on n'en serait pas là aujourd'hui en art contemporain africain. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de collectionneurs visibles sur le continent? C'est vrai que l'art est principalement en Europe, enfin l'art africain est principalement collectionné en Europe et aux États-Unis, dans le continent américain. Pourquoi? On est, que ce soit pour l'art africain ou les autres pays, dans un marché global de l'art. Et le marché global de l'art, il est principalement dans ces continents occidentaux. Et l'art africain est le dernier à être arrivé sur un marché qui est de plus en plus spéculatif. Il y a énormément d'argent à se faire dans ce créneau, et c'est l'explosion, effectivement, de toutes les expressions plastiques africaines sur le marché en ce moment. Merci. Quentin, tu souhaites dire un mot sur la question? Il y a beaucoup de développement. Moi, j'ai vécu ça très personnellement avec l'émergence de la Fondation Zinsou, qui était quand même sur les questions d'art contemporain africain, je pense, assez pionnière en francophone en tout cas. Et qui a en fait, grâce à la diaspora qui s'y intéressait, qui revenait au Bénin, qui venait visiter le musée, etc., commencé à créer un cluster culturel dans le pays, qui en fait maintenant une priorité de développement. Il y a tout un énorme développement en cours au Bénin autour de la porte du non-retour à Ouida pour les connaisseurs, et qui donc inclut vraiment tout un tourisme culturel en fait qui va être développé, plus qui s'appuie sur des développements énormes avec un musée qui est construit à Cotonou, qui va être vraiment state of the art pour accueillir toutes les œuvres et notamment celles qui reviennent, parce que ça c'est un énorme sujet aussi. Donc la diaspora est clé à la fois dans le soutien qu'elle peut apporter aux artistes ici en collectionnant, etc., mais aussi, je pense, en faisant la promotion, et aussi quand elle rentre, quand elle repasse aussi dans les pays d'origine, qu'elle fasse aussi du flux, qu'elle draine, qu'elle parle et qu'elle aille dans ces lieux culturels pour leur permettre de prendre leur envol, et que ça justifie des investissements publics qui commencent progressivement arriver, même si on en voudrait évidemment beaucoup plus. Mais toi, Quentin, toi, tu es dans une dimension qui est plus culturelle. Moi, je suis dans une dimension qui est plus marché. Et prenons... Alors, le Bénin fait énormément, effectivement, pour le développement de la culture, a pris des positions très fermes sur tout ce qui est restitution du patrimoine ancien, sur toutes les spoliations. D'ailleurs, à ce sujet, c'est assez intéressant de poser la question aux artistes africains aujourd'hui, savoir ce qu'ils pensent de ce phénomène de restitution. Et leur position n'est pas du tout celle qu'on pourrait s'attendre. Ils se disent, ben, oui, enfin, pourquoi restitution? Oui, mais enfin, on ne fait rien pour nous. Donc, à quoi ça sert de s'attarder sur du passé alors qu'on ne fait rien pour nous aujourd'hui? Donc c'est assez intéressant de voir ces réactions. Et d'un point de vue marché, toi tu parlais du Bénin, moi je parlerais davantage de la Côte d'Ivoire, qui est pour moi de très loin le premier marché de l'art contemporain en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a toujours eu énormément de collectionneurs, et pas seulement depuis que l'art africain est à la mode. Il y avait dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, des collectionneurs qui achetaient de l'art, non seulement de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, mais qui achetaient de l'art européen ou américain en Côte d'Ivoire.
Et aujourd'hui, la vivacité de ce marché est assez impressionnante. Alors je ne sais pas si c'est lié au fait que la Côte d'Ivoire a des traditions marchandes peut-être plus importantes que ses voisins, qui a cette habitude du commerce de matières premières, mais le fait est que la Côte d'Ivoire reste l'acteur le plus important dans cette partie de l'Afrique. Ok, c'est une interpellation forte à l'égard de nos policy makers, parce que même dans les pays qui ont dans leur organigramme ministériel un ministère de la culture, très souvent c'est le ministère le moins doté de subventions budgétaires. Ok, réaction dans la salle sur cette question de développer la culture. Oui. Lorsqu'on regarde le plan national de développement du pays, c'est la culture. La culture est vraiment perçue comme un soft power et un outil très puissant de modification de l'image et de la relation que nous avons avec le reste du monde. Et donc aujourd'hui, oui, effectivement, l'enjeu, c'est de faire que la culture soit soutenue et qu'il y ait plusieurs initiatives qui y concourent. Et Abidjan a vocation à se positionner comme un centre économique lié à la culture. Et ce que nous appelons chez Viridian, qui est la société d'investissement dédiée à la mode et à la création que j'ai créée, le business of fashion. Donc effectivement, Abidjan a vocation à prendre sa place économique de moteur et de développeur, en tout cas, de la culture et de notre patrimoine. Donc ces questions sont profondément cruciales dans les projets de développement du pays sur les 5 prochaines années, 5 prochaines années. Oui, je voulais revenir sur la musique, là, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, puis pour rester sur la Côte d'Ivoire, il y a Boomplay en Côte d'Ivoire, c'est 3 euros par mois l'abonnement. Vous savez comme moi que la clé USB elle est gratuite, qu'elle circule beaucoup. Quel est votre avis sur les chances de succès d'un streamer de musique africaine plutôt que les artistes aillent se mettre directement sur les plateformes internationales? Moi, je ne le connais pas, mais pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on a vu sur les autres tentatives de plateformes spécialisées sur le contenu culturel payant, c'est compliqué. Non, pas forcément, parce qu'il y a Canal+ a plus d'abonnés aujourd'hui sur le continent africain qu'en Europe. Donc il y a une masse critique de gens qui sont prêts à payer pour du contenu culturel. Le problème, c'est plus pour moi l'approche spécialisée. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une classe moyenne qui est prête à payer pour avoir du contenu. Est-ce qu'elle est prête à payer pour avoir du contenu généraliste ou extrêmement spécialisé? Moi, c'est plus ça, je pense, ma réserve, en tout cas, sur des approches de ce type, quoi. On est bien sur le même sujet. Ouais. Là, quand même, c'est pas la floating class. C'est un peu au-dessus. Généralement, on est bien sur le sujet d'attaquer ce qu'on appelle quelquefois la floating class, le milieu qui s'éclenche aujourd'hui avec les USB. C'est là qu'il Ouais, mais bon, et quand vous êtes une entreprise, il faut aller chercher des gens qui ont la capacité de vous payer, quoi, parce que sinon, vous n'allez pas faire le long feu. Donc, il faut d'abord s'attaquer. Ouais. il y a le droit d'auteur. Oui. Là, j'avais vu une conférence là-dessus. Si on commence à parler juridique, droit d'auteur et tout, on va peut-être déjà faire circuler la musique en payant avant de parler, pour reprendre, vous disiez, là, du coup, français ou anglais. Là, les anglais, il faut monter les cabinets d'avocats et commencer par traiter tout sujet avocat, on va mettre le premier gramme de matière de valeur ajoutée sur les sujets. C'est assez fort aussi. Mon point, et comment on va directement dans cette utilisation avec un modèle, un minima payant, mais qui ne peut pas être hors de totalement. C'est une question derrière.
Oui, alors donc moi c'est une question qui n'est pas directement liée au domaine de la culture, c'est sur une thématique qu'on a effleurée du doigt mais sur laquelle j'aimerais revenir, c'est le domaine politique. Quel est le rôle finalement que la diaspora peut et doit jouer dans le domaine politique? Donc Quentin, vous avez abordé effectivement les soucis administratifs. Emmanuel, vous avez abordé également le problème lié à la nationalité. On peut aussi également nommer le problème des archives, donc l'ouverture des archives sur l'histoire finalement de différents pays. Moi, je suis d'origine camerounaise, donc on sait très bien que le président Paul Biya est là depuis 40 ans et que donc il y a un poids, un passif qui est très très fort. Donc finalement, quel est le rôle que peut jouer la diaspora dans cette ouverture politique qui pourra, je pense, effectivement améliorer aussi le développement et l'accueil des flux financiers sur le continent? Et la deuxième question que j'ai, c'est donc pour approfondir un peu ce que vous disiez, Laurine, sur le manque de fonds structurés qui permettraient justement d'avoir un développement structuré. Plus concrètement, finalement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la création d'un tel fonds? Est-ce qu'il s'agit de nouveau de problèmes administratifs? Est-ce que finalement aucun acteur financier aujourd'hui n'a fait le pari de lancer ce fonds? Ou sinon, finalement, est-ce que vous avez des exemples de la création d'un fonds qui n'a pas fonctionné? On va vous demander de faire des réponses rapides. Oui, pardon. Je disais sur la question politique, la diaspora peut être une force de pression très, très importante pour les changements escomptés. Oui, Laurine. Très rapidement, parce que je pense qu'il ne nous reste peut-être pas beaucoup de temps. Sur les deux questions, la première, oui, effectivement, la diaspora peut et doit être une force, mais à ce moment-là, il faut qu'elle revienne sur le terrain. C'est-à-dire que l'action politique est une action de terrain. C'est très difficile de pouvoir avoir un rôle à jouer sur l'évolution politique telle qu'elle soit en étant à l'étranger. D'où le terme, encore une fois, d'afropolitain versus diaspora. Et où est-ce qu'on place la diaspora une fois qu'elle est rentrée, comment est-ce qu'elle se positionne? Mais effectivement, on ne peut avoir que d'impact qu'en faisant le sacrifice de s'installer sur place. Malheureusement, à un moment donné, la diaspora doit rentrer pour avoir tout le rôle qu'elle doit pouvoir jouer, en tout cas l'impact qu'elle doit pouvoir avoir sur le développement de son continent, de son pays et la prise en main de son destin. La deuxième chose pour les fonds, c'est pratiquement lié à la même raison, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu d'initiative qui ait été successful portée par la diaspora. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de collectif de la diaspora qui s'est dit « nous, on va s'instituer en fonds pour créer un véhicule qui va avoir la vocation à investir sur le continent pour le développer ». Pourquoi? Parce que lorsqu'on touche à cette question, de quelle diaspora est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est la diaspora camerounaise qui veut créer un fonds pour développer le Cameroun? Est-ce que c'est la diaspora ivoirienne qui veut créer un fonds pour développer le Cameroun? Est-ce que c'est la diaspora X qui fait le pari de sauter, de partir sur le continent et de créer une initiative panafricaine? Et là, encore une fois, si on sort de la théorie, j'appelle tous les participants de cette table ronde et ceux qui ont pris le temps de nous écouter à vraiment réfléchir, parce que c'est pas facile de vivre sur le continent. Lorsqu'on a vécu pendant 10-15 ans en Europe ou ailleurs, faire le pari de s'installer sur place, comme l'a dit Quentin, ça peut parfois être un sacerdoce. Donc des questions qui ont l'air aussi banales que pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Parce qu'il faut sauter le pas et se confronter aux problèmes d'infrastructure, de logistique et de tout ce qu'il y a sur le terrain pour pouvoir réussir. Moi, personnellement, je reste convaincue que si la diaspora doit avoir un impact, si elle veut vraiment le faire, il faut qu'elle choisisse de quel côté de la rive est-ce qu'elle se positionne, en Europe ou sur le continent, avec tout ce que ça peut impliquer, comme réussite, comme échec, comme frustration, comme succès, comme pari et comme changement de vie. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont des questions de changement de vie dont on est en train de parler. Malgré tout le réalisme et toute la beauté qu'il peut y avoir derrière la motivation, ce sont des changements de vie.
Merci, Laurent. Là, on est vraiment pris par des contraintes de temps et on voudrait s'en excuser auprès de celles et de ceux qui auraient souhaité intervenir. Nous allons... Juste sur la première question, très rapidement. Vous êtes camerounaise, donc la réponse est assez rapide. Hein. Le pouvoir en place ne veut pas de vous, hein, la diaspora. Voilà, en empêchant la double nationalité, le message est clair. Vous êtes là-bas, vous restez là-bas, vous ne nous embêtez pas avec nos choses ici. Et donc après, la question, c'est effectivement, dans un État un peu plus ouvert, qui n'a pas ce projet politique-là de rejet, vous pouvez déjà voter, normalement, d'accord ? Mais ensuite, moi, je rejoins Laurine, c'est-à-dire que pour prendre part plus activement à ces choix et à ces sujets-là, bah, il faut aller sur place. Parce qu'on ne peut pas se rendre compte, et en fait, on est en quelque sorte... Moi, ça fait 4 ans que je suis rentré à Paris. On perd les réalités du terrain à une vitesse qui est folle, quoi. Et même en faisant des allers-retours, etc., la justesse de son jugement, de son analyse, etc., est fortement altérée quand on est ici. Parce qu'on rentre, en fait, dans des projections, dans de l'imaginaire, et on n'est plus dans la réalité de la complexité de faire tourner des opérations sur le continent. Et donc, pour participer, soit vous votez, soit vous faites du crowdfunding en restant ici, et c'est déjà énorme. Et franchement, c'est encore une fois une question très personnelle, et Laurine l'a dit, c'est quasiment parfois sacrificiel, même si on ne voudrait pas que ce le soit, de rentrer, et ça c'est un choix plus actif, mais je crois qu'il faut le faire en étant serein, bien armé, et se sentir prêt pour le faire et pas forcer, etc. Donc, parce que c'est vraiment un choix de vie très engageant, mais qui me paraît juste fondamental si on veut réussir à faire en sorte que ce continent se développe dans le bon sens, quoi. Sitor, pour ton mot de la fin. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour le mot de la fin. Je suis un mauvais Africain, je n'ai jamais habité sur le continent. Mais effectivement, quand j'ai choisi de changer de vie, de passer de la banque d'affaires au monde de l'art, c'était en quelque sorte pour essayer de retrouver mes racines et de mériter le nom de famille que je porte. Et ce nom de famille, j'en suis fier lorsqu'il est associé à l'art. Et c'est vrai que depuis, je développe de plus en plus d'initiatives avec le continent et principalement avec la Côte d'Ivoire, en organisant des expositions, en aidant les artistes d'abord en Côte d'Ivoire et en les présentant ensuite en Europe, ou en sens inverse, en faisant connaître l'art contemporain au continent, comme Laurine a pu voir peut-être avec l'exposition Anthony Clavé à la Fondation Donvailly qu'on a inaugurée il y a 15 jours, qui est une grande fierté d'avoir réussi à faire venir 23 œuvres d'un grand maître catalan, malgré les problèmes d'assurance, malgré les problèmes de transport, malgré les autorisations, réussir à montrer sur le continent un travail qui parle au continent, c'était une grande fierté d'avoir réussi à le faire. Merci Sitor. Nathalie, pour la conclusion de la conférence. Merci, vous m'entendez ? Oui. Je voudrais vraiment d'abord remercier nos intervenants d'avoir pris le temps de partager leurs perspectives sur ce sujet qui est un sujet très multiforme. Merci Lorraine de vous être rendue disponible, y compris à distance. Et puis merci à tout l'auditoire présent et en ligne. Bon, c'est un sujet extrêmement foisonnant, très multiforme. À l'image de l'Afrique, j'allais dire, 54 pays et toute cette diversité. Moi, j'ai retenu peut-être quelques axes de synthèse. Bon, quand on parle de diaspora, il y a un axe temporel et puis il y a un axe spatial. Et là, ce que vous nous avez dit, c'est qu'on a une multiplicité en fait d'intentions du retour. Et puis des contextes qui peuvent s'exprimer de manière très différente selon les zones anglophones
ou francophones. Et donc ça interroge aussi le sens que l'on donne à ce retour. J'étais très frappée, Sitor, quand vous parliez de ces artistes africains qui disent mais finalement pourquoi revenir en termes de biens matériels, faire revenir les choses si aujourd'hui on ne se coupe pas du présent. Un deuxième axe que j'ai trouvé intéressant, c'est évidemment l'axe institutionnel. On aura beau avoir tous les désirs personnels de vouloir s'investir dans un retour, si l'environnement institutionnel, qu'il soit économique ou des milieux économiques ou étatiques, n'est pas suffisamment ouvert et accueillant, ça pose un certain nombre de questions. Et sur la question en particulier de l'investissement financier, Laurine, vous avez vraiment insisté sur la nécessité d'innovation financière de façon à ce que les capitaux qui reviennent puissent être mis au service du développement de l'Afrique. Le point de la nationalité en fait partie, c'est un point bloquant. La bonne nouvelle, c'est quand même que, Emmanuel, tu nous as montré qu'il n'y avait plus que 3 pays, 2 ou 3 pays qui n'ont pas encore franchi ce pas. Et pour la République démocratique du Congo, c'est assez frappant, à moins 35% l'année sur l'autre. Donc on voit bien que ça, c'est un point bloquant. Un troisième axe intéressant, c'est évidemment l'axe économique. On investit dans des secteurs. Alors, on a évidemment, tout est nécessaire. S'il faut faire des priorités, c'est toujours compliqué. On peut évidemment toujours commencer par la santé. On a tous vu avec la pandémie du Covid que sans santé, il n'y avait plus rien derrière. Mais avec de la santé et rien d'autre, ça ne suffit pas non plus. Donc on a ici des champs sectoriels qui sont énormes. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il faut s'investir à la fois dans l'avenir, donc dans tous ces secteurs qui vont porter de la soutenabilité, la question par exemple des déchets, de l'énergie, des infrastructures, mais aussi des secteurs d'héritage. Et ça, je trouve ça très, très important. Je pense que le continent africain aujourd'hui est en train peut-être de vivre une certaine maturité où on va pouvoir commencer à, entre guillemets, assumer des identités qui peut-être ont été, même certainement beaucoup, ont été détruites ou enfouies. Donc ces secteurs de l'héritage, la médecine, l'art, la culture, la mode, parce que la mode, c'est pas les paillettes, c'est des artisans. Voilà. Donc on a cette articulation du passé et de l'avenir et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis le dernier axe, pour conclure, qui est un axe qu'on a développé peut-être de manière un peu surpositive, sauf à la fin dans nos derniers échanges, mais c'est l'axe identitaire. C'est clair que pour revenir, il faut se sentir avoir des liens, mais ça ne suffit pas. Il y a tout un aspect qu'on n'a pas trop développé, mais c'est la perception aussi des Afropolitains ou de la diaspora par les milieux africains eux-mêmes. Une perception qui peut être à la fois très positive, initiatrice de changement, mais également qui peut rendre compliqué la vie des repas qui... Vas-y, parce que je sais que c'est un sujet qui te... Non, je vais juste... En conclusion, vous dire, et ça va me mettre un petit coup de vieux, parce que moi je suis sorti d'école à HEC en 2013, donc ça fait 10 ans cette année. Et vous n'imaginez pas le progrès, mais phénoménal dans le traitement de ce continent, de ces problématiques qui a eu lieu. C'est-à-dire que quand moi je sortais d'HEC il y a 10 ans et que je disais que je partais au Bénin, les gens me disaient « Ah, Berlin, trop cool ». C'était inexistant, à part sous un angle humanitaire. Il y a maintenant, chaque semaine, j'ai un alumni qui me contacte en me disant bah voilà, soit comment je rentre ou comment je fais pour travailler avec le continent, etc. Et donc, c'est plus un continent qu'on veut aider, c'est un continent d'opportunités pour la diaspora ou d'opportunités même pour des Européens qui ont compris que c'était le continent de l'avenir. Et donc, je suis extrêmement, extrêmement ravi de l'existence de cette chaire ici. J'espère que mon école va se réveiller un peu sur ces sujets-là.
Et vraiment, je peux que vous inviter à continuer à creuser et à vous impliquer parce que le XXIe siècle est évidemment sur le continent africain. C'est fini. On vous invite à boire un verre, c'est ça. Allez, debout. Merci. Oui, vous savez maintenant. J'espère que je suis resté dans les 20 minutes. C'est parfait. Oh, ben, on a un petit peu. On a commencé avec un quart d'heure.